Des flûtes préhistoriques vieilles de plus de 35 000 ans, aux lyres gauloises de l'Antiquité, comment retracer l'évolution des premiers instruments de musique à travers les âges. L'archéomusicologie est une discipline récente, une science qui hybride histoire, archéologie, acoustique, physique des matériaux et chimie. La plupart des instruments que l'on découvre aujourd'hui, quelle que soit leur ancienneté, sont abîmés et fragmentaires. Mais, grâce aux recherches et aux reconstitutions des scientifiques, il est possible d'écouter ces sons qui nous viennent du passé, les notes des ocarinas ou la tessiture des flûtes, des natoufiens, les premiers sédentaires de l'histoire de l'humanité. Alors tendons l'oreille à ces mélodies des temps anciens. Archéologie musicale, c'est le luth final. Laurent Davin, bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorien au laboratoire d'archéologie, technologie, ethnologie des mondes préhistoriques à Nanterre et à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes également le premier auteur de cette étude parue en 2023 dans Scientific Report sur la découverte de 7 flûtes natoufiennes. Julien Cuvillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéomusicologue, luthier, musicien et directeur du pôle de recherche et d'interprétation d'archéologie expérimentale, le Priae, dans le Finistère. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios ici à France Culture. Merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France ou si vous nous regardez sur YouTube. Merci également à ceux qui nous rejoignent sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @ScienceCQFD. Alors quels sont les premiers instruments que les humains ont utilisés pour produire du son et de la musique? Quelles sont les techniques utilisées pour les reconstituer? Et que connaît-on des instruments de l'Antiquité et du Moyen-Âge? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On se met au diapason avec notre archive du jour. Nous sommes en 1953. Vous allez vous demander sur quel instrument de musique, sur quel étrange piano a été joué le petit air de musique d'allure extrême-orientale que vous venez d'entendre. Eh bien, c'est tout simplement sur un instrument très ancien, un instrument dont les constructeurs sont morts depuis longtemps, qui se trouve actuellement exposé au Musée de l'Homme. C'est le fameux lithophone préhistorique qui est, je crois, la plus grande découverte de ces récentes années qui a été exposée au Musée de l'Homme. Et l'instrumentiste était tout simplement André Scheffner, qui est chargé du département d'ethnologie musicale au Musée de l'Homme. Et c'est à lui que je vais demander l'histoire assez extraordinaire de ce lithophone. D'abord, qu'est-ce qu'un lithophone? Un lithophone, c'est un carillon ou un ensemble de pierres taillées et de notes différentes. C'est un pur hasard si on a pu découvrir cet instrument. Mon jeune collègue Condominas se trouvait en mission en Indochine et un soir... C'était à quelle époque? Ça, c'est tout récent. En février 49. Un soir, il a entendu des indigènes parler entre eux et dire qu'on avait trouvé de vieilles pierres tout en creusant une piste. Il vit non pas des pierres taillées pour un monument, mais de véritables pierres préhistoriques taillées de l'époque néolithique. Ce sont des lames de schiste, n'est-ce pas? De schiste métamorphique. Il a hésité d'abord à les prendre toutes, et puis il s'est dit, mon Dieu, en prendre 2 ou en prendre 10, autant prendre les 10. Et heureusement, car il s'était bien aperçu que les pierres étaient sonores, mais ce n'est qu'à Paris que nous nous sommes aperçus au Musée de l'Homme qu'il s'agissait d'un instrument de musique. André Scheffner, chargé du département d'ethnologie musicale au Musée de l'Homme sur la RDF en 1953. Laurent Davin, alors comme ça, on a failli passer à côté de cette découverte, le lithophone préhistorique. Oui, complètement. Justement, c'est marrant de l'entendre dire justement qu'en fait, ils ont découvert par hasard que c'était un instrument de musique. C'est aussi une grande partie de la construction de la préhistoire. C'est les découvertes petit à petit d'instruments qu'on va reconnaître par rapport à des instruments qu'on connaît, mais forcément les lithophones apparaissent pas dans la culture du XXe, dans la musique du XXe. Et justement, André Scheffner, un des pères de l'ethnomusicologie, c'est très intéressant d'avoir ces archives, puisque on base beaucoup de l'archéomusicologie préhistorique sur l'ethnomusicologie. Donc là, c'est parfait, justement, comme archive. Julien Cuvillier, votre réaction, vous ici, à l'écoute de cette archive? Ma réaction, elle est qu'on observe ici qu'encore une fois, des objets ont été découverts par hasard. Et c'est vrai que cette discipline est nouvelle et il existe encore, je pense, beaucoup d'objets qui ont été découverts, qui ont été non identifiés ou mal identifiés.
et qu'il s'agit, aujourd'hui encore d'explorer, donc dans une autre archéologie, non pas une archéologie dans le sol, mais une archéologie dans nos réserves, où on peut encore aujourd'hui, découvrir des objets assez étonnants qui parfois sont dans les vitrines, identifiés comme étant des peignes, qui sont en fait des cordiers d'instruments, identifiés comme des chevilles de bâtis, mais dont on vérifie la conicité et qui s'avère en fait ce sont des chevilles, permettant de tendre des cordes et aujourd'hui avec un nouveau regard, pluridisciplinaire, on peut justement par ce regard croisé, eh bien identifier des objets qui ont été découverts de façon fortuite ou parfois même mal identifiés ou non identifiés et parfois plusieurs décennies plus tard, leur redonner leur voix. Alors vous dites, on dit, voilà, c'est une discipline, récente. Comment est née justement l'archéomusicologie, Julien Cuvillet? Alors comment est-ce qu'elle est née? Bonne question, je pense que c'est pas né forcément d'une seule personne. Il y a eu un intérêt particulier et la rencontre de plusieurs disciplines. Mais on pourrait parler, au siècle dernier de Pierre-Auguste Tolbeck qui justement, compte parmi ses pairs et qui a travaillé justement, pour la première fois dans un enjeu qui vise, dans une transversalité, à étudier donc des données scientifiques et par la suite à les interpréter en vue de reconstituer ces instruments et leur redonner une voix. La difficulté, c'est justement de faire se rencontrer ces différents savoir-faire, ce qui en France est pas toujours facile. On a des méthodologies à l'étranger, je pense, à l'université de Buenos Aires, donc l'UNTREF qui, agit énormément là-dessus. Plus récemment, on a, ce genre d'initiatives qui sont portées par l'université de Montpellier, où on valorise justement la pluridisciplinarité et on fait dialoguer les savoir-faire avec d'une part, un regard scientifique et analytique et est transmis par la suite à des spécialistes de l'artisanat permettant de reconstituer ces objets, aussi bien dans leur finalité que dans leur chaîne opératoire, en respectant les différents matériaux, les outillages, et enfin des artistes qui s'en saisissent pour leur redonner leur voix. Laurent Davin? Après, du point de vue de la préhistoire, en fait, la question de la musique est apparue très tôt, même dans l'évolution des espèces. Enfin, on voit que Darwin, dès le départ, dans sa théorie des évolutions, se pose la question de l'émergence de la musique. À quel moment ça apparaît? Et aujourd'hui, de ce qu'on en connaît, on s'aperçoit aussi qu'il y a un énorme biais de la recherche. L'ethnomusicologie étant née en France et surtout en Europe, on s'aperçoit que si on fait une carte du monde, les instruments préhistoriques très anciens qu'on connaît se concentrent en Europe. Aussi parce qu'il y a une recherche européenne qui s'attache à les découvrir. Sauf que Homo sapiens, enfin notre espèce, a peuplé toute la planète et donc on se dit qu'il y a forcément des instruments ailleurs. Et aussi il y a un questionnement par rapport à d'autres espèces d'hominidés où aujourd'hui on ne connaît pas d'instruments fabriqués ou utilisés par d'autres espèces, mais rien ne nous interdit de penser qu'ils ont existé. Donc il reste à découvrir encore aujourd'hui. L'autre biais aussi, c'est que ce que j'évoquais, dès mon introduction, dès mon chapeau, comme on dit à la radio, c'est le fait que ces instruments, ces artefacts, ce sont des objets qui sont très dégradés également, souvent, Laurent Davin. Oui, c'est ça aussi. L'idée, c'est aussi de les reconnaître parmi les fragments et aussi de reconnaître des objets auxquels nous, dans notre culture occidentale moderne, on ne penserait pas du tout à des instruments sonores. En fait, en préhistoire, on va plutôt parler d'instruments sonores puisque la question de la musique est encore relativement complexe et a des notions, elle est trop connotée, si vous voulez, par rapport à notre culture moderne où on pense que c'est pour un plaisir individuel, collectif ou même une expression artistique, ce qui n'est pas du tout le cas quand on regarde l'ethnomusicologie. Et donc l'utilisation de la musique ou en tout cas de la production sonore est beaucoup plus variée, a des fonctions beaucoup plus variées que ça. Julien Cuvillier? Bah, tout l'intérêt de se garder, de projeter un regard contemporain sur une problématique ancienne. La difficulté, c'est pas forcément que dans l'interprétation de ces données, c'est dans la manière dont on va les restituer et les assembler. En fait, les pièces sont là, en fait. Mais il faut essayer justement, effectivement, de ne pas jeter un regard contemporain sur des problématiques anciennes et essayer justement de s'extraire en fait de cette musicalité actuelle qui quelque part nous façonne, puisque comme le dit Paul Valéry, on ne peut se soustraire de la musique. Ça fait partie des arts avec l'architecture dont on ne peut se soustraire. Donc elle est là, elle s'invite dans notre toilette, elle s'invite dans notre voiture, elle s'invite absolument partout. Tant et si bien qu'on ne l'écoute plus, parfois on ne fait que l'entendre. C'est étonnant ça. Est-ce qu'on fait encore la différence entre les deux aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette musique, dans d'autres temps, elle pouvait certainement être d'une autre sorte, et il s'agit de l'interpréter. Et là, une fois encore, de ne pas passer à côté de certains objets. Et comme tu l'expliquais, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que moi je pense aux chercheurs du siècle dernier, et ils ont fait un travail exceptionnel, c'est là-dessus qu'on se repose, mais il s'agit de faire évoluer le discours, de déconstruire parfois même certaines visions qui ont été peut-être même politisées, qui ont été méditerranéo-centrées, très autour de ça, comme tu l'expliquais, on a des occidentaux, on trouve là où on cherche, donc c'est principalement des occidentaux qui vont donc du coup travailler sur ces questions-là, et bizarrement trouver dans une zone très spécifique des objets spécifiques qui par ailleurs pourraient se trouver ailleurs. Mais là, en l'occurrence,
l'occurrence, on a vraiment cette vision très, très occidentale qu'il s'agit un petit peu d'étendre. Et cette vision 19e, elle reposait sur trois axes, c'est-à-dire d'abord la carrière du chercheur. Eh oui. Et deuxièmement, le roman national, puisqu'il était quand même plus plaisant de dire que c'était la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre qui avait découvert le feu, la roue ou autre chose. Et puis enfin, la science en dernier recours. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'époque au quoi, quand, où, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on étudie, de quand ça date et où est-ce qu'on l'a trouvé. Mais il s'agit aujourd'hui d'ajouter à ça le pourquoi et le comment, et qui raconte tout autre chose. En tout cas, ce que nous racontent les objets qui nous restent, c'est, on a vous avez utilisé le terme très important de instrument sonore, Ouais. parce que c'est pas tomber sur, un objet qui produit du son, c'est pas forcément tomber sur un instrument de musique et en l'occurrence, on peut penser au sifflet ou aux phalanges sifflantes, où ça fait peu de doute sur le fait que ce ne soit pas un instrument de musique. Je peux peut-être vous demander de nous décrire à quoi ressemblent ces objets, Laurent Davin? Ça Bah, produit du son, mais en termes de mélodie, c'est pas ça. en fait, on les retrouve au Paléolithique supérieur à travers à peu près toute l'Europe. C'est des phalanges, principalement des phalanges de rennes qu'on va percer et dans lesquelles on va souffler et qui produisent un son très aigu. Et les expérimentations ont démontré qu'on peut les entendre à peu près 1,5 km. Donc du coup, on a pensé à des instruments de communication. Mais bon, là encore, c'est pas forcément le cas. Et on a aussi expérimenté sur le comportement des rennes, justement en sifflant pour voir ce qui se passe. Ça a été fait par Dovois à la frontière de la Russie. Et donc quand on souffle, on voit que les rennes au début viennent voir un peu ce qui se passe. Ils en ont pas forcément peur. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que en fait, ils se couchent. Donc on pense aussi que ça peut être lié à la chasse du renne, à contrôler à peu près le comportement des rennes. Mais ça reste des hypothèses. Ça reste des hypothèses. En tout cas, je préserve les oreilles de nos auditeurs. Nous n'écouterons pas ce son très strident. Mais alors, quels sont les plus anciens instruments de musique découverts, Laurent Davin? Alors après, il faut faire la différence justement entre instruments qu'on a identifiés et les instruments qui ont très probablement existé. Donc je pense que le plus ancien instrument qui existe, c'est notre corps. Euh, par le chant, par la parole, par l'idiophonie. Donc il suffit de se frapper ou, sur les cuisses, sur la torse, sur les bras, hein, taper sur le sol. Donc sans doute le plus ancien instrument qu'on connaît, c'est sans doute nous-mêmes. Et après, c'est ce qu'on a réussi à identifier. Et donc là, ça va être dans le Jura allemand, ce qu'on appelle le Swabian, et au Paléolithique supérieur, à l'Aurignacien. Donc là, c'est des flûtes qui sont fabriquées en os de vautour ou en ivoire. Et on en connaît aujourd'hui, je crois, 7, et qui datent d'à peu près 40 000 ans. Et puis c'est en effet de l'os de vautour, parce qu'on peut imaginer que des flûtes, là encore, ça aurait pu être des flûtes à partir de végétaux. Et ça aussi, on n'a plus de traces de ces instruments-là, Laurent Davin. Exactement, exactement. Donc toutes les matières périssables, c'est ça aussi. Il faut comprendre aussi qu'on voit en archéologie ce qui a été préservé. Donc il y a énormément de produits végétaux, de matériaux biogéniques, en fait, qui vont disparaître. Ou même des arrangements sur les instruments, dont des flûtes plus tardives, comme on va avoir à Isturitz, où on a des questions sur les embouchures, on se demande voilà, comment on soufflait là-dedans, tout simplement. Et en fait, on peut se dire qu'il y a aussi des embouchures qui ont pu être fabriquées dans des matériaux périssables et qu'on ne retrouvera jamais. Donc la question est, on va arriver à trouver des instruments, mais qui sont sans doute pas les premiers. Donc on ne trouvera sans doute jamais le premier instrument. Mais voilà, on voit la pointe immergée de l'iceberg. Cette pointe immergée de l'iceberg avec ces premières flûtes du Paléolithique, est-ce qu'elle nous donne une idée de l'importance de la musique dans la vie des hommes et des femmes il y a 30 000 à 40 000 ans? Déjà, c'est l'importance du son. En fait, pour comprendre les sociétés préhistoriques, il faut voyager dans un univers sonore qui est complètement différent du nôtre. La relation au son est complètement différente. Donc, on n'a pas les sons techniques sont complètement différents. On n'a pas de machines, on n'a pas d'animaux domestiques qui font des bruits. Et la relation au son va être aussi la façon de percevoir le monde, de construire le monde et d'avoir une relation à son environnement. Donc par exemple, quand vous allez entendre des animaux, des chants d'oiseaux, ça va vous permettre de les identifier, ce qu'on ne fait plus, à part les ornithologues, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc il faut s'imaginer dans un monde où la relation au son est complètement différente et où la rythmique de la percussion est sans doute née par la taille du silex, par ce genre de choses, mais après de la musique, l'apparition de la musique, de la mélodie, à quoi elle sert, elle est sans doute liée à des pratiques sociales, des pratiques religieuses, des pratiques magiques. Elle est sans doute pas liée à la musique telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui.
On continue d'avancer dans le temps et d'explorer cette histoire musicale. À quoi ressemblaient les flûtes natoufiennes, les premiers instruments sonores découverts au Proche-Orient? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous revenons aux origines de la musique grâce à l'archéologie musicale. On en parle avec Laurent Davin et Julien Cuvillier. Alors là, on entend un beau jingle avec la célèbre conque de Marsoulas, une conque vieille de 18 000 ans, qui est utilisée là par un joueur professionnel de cor. L'utilisation est assez proche des conques musicales. La conque de Marsoulas, on en a fait une virgule, un jingle, parce que c'est aussi un instrument assez iconique, Laurent Davin. Oui, bah là, on revient justement à ce qu'on disait sur l'identification des instruments préhistoriques, c'est que cette conque a été découverte au début du XXe siècle et on ne s'est aperçu que très récemment, je crois que l'article a été publié il y a 2 ans, quelque chose comme ça, que c'était un instrument de musique, un instrument sonore en tout cas. Donc c'est là aussi revenir sur, comme ce que tu disais Julien, revenir sur des collections, revenir sur des choses qu'on avait complètement oubliées ou qu'on n'avait pas vues, avec un autre regard à la recherche d'instruments. C'est qu'on a vu, on a cru et on a vu dans ces conques au départ que c'était, on a vu des gourdes ou des vases qui contiennent de l'eau, et c'est en examinant plus précisément ce coquillage qu'on a découvert des modifications. Et là, il n'y avait pas de doute sur le fait que ça puisse être un instrument. Oui, clairement, c'est l'observation des traces en fait sur la conque. On s'est aperçu qu'il y avait des émoussés d'usure, donc la conque avait été manipulée, et surtout le scan. Donc ils ont fait un scanner de la conque, et là on a vu qu'elle avait été percée. Et donc il y avait sans doute une embouchure en matériaux périssables qui avait été insérée dans la conque pour pouvoir en jouer différemment. On a en effet, là, on entend des notes qui sont proches du do dièse et du ré. Autre instrument avant, autre découverte importante que vous avez donc faite, Laurent Davin, une publication parue dans Scientific Reports en 2023, 7 flûtes natoufiennes fabriquées il y a plus de 12 000 ans, qui ont été retrouvées sur le site préhistorique d'Enyan Malaha, au nord d'Israël. Vous nous avez apporté là alors, c'est pas une de ces flûtes, c'est une reconstitution. Une réplique, ouais, Est-ce que vous exactement. pouvez nous servir, est-ce que vous pouvez être nos yeux et nous décrire ce que l'on voit d'abord? Alors c'est un os de poule d'eau, donc il faut s'imaginer qu'il est tout petit, il fait à peu près 6,5 cm de long par un demi centimètre de large. Donc c'est un instrument minuscule. Donc même au départ, on a pensé justement à peut-être des instruments pour des enfants, étant donné la taille de l'objet. Euh, Et on a réussi à la reconstituer parce qu'on en a trouvé donc 7, donc une complète, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été juste là, on revient sur l'histoire des fragments. Donc ça aurait été compliqué de reconstituer quelque chose. Et donc c'est un petit ulna, donc un os de l'aile d'une poule d'eau qui a été perforé 4 fois le long de l'os. Et on a une embouchure donc à une extrémité et une sortie d'air à la fin de l'os. Comment cette petite flûte sonne-t-elle? Alors elle sonne très aiguë. Laurent Davin, on a une idée des raisons pour lesquelles les Natoufiens ont choisi un instrument avant avec un son aussi aigu? Alors au début, on n'arrivait pas à comprendre justement pourquoi ils avaient sélectionné des os aussi petits, étant donné qu'ils ont chassé des oiseaux beaucoup plus grands et donc ils avaient à disposition des os qui auraient permis de manipuler déjà la flûte de façon plus aisée. Et ensuite, quand on a joué de la réplique, on a compris donc déjà que l'idée était de produire un son aigu et donc que les Natoufiens avaient une certaine connaissance de l'acoustique, étant donné que la longueur du champ d'air et son diamètre influencent le son. Donc on a compris que dès le départ, l'idée était complètement de produire un son aigu. Et donc après, on s'est demandé, est-ce que ce son serait lié au chant des oiseaux? Parce que c'est sur un site au bord du lac Oulé où justement les Natoufiens ont chassé énormément d'espèces d'oiseaux, et notamment d'oiseaux aquatiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le son produit par la réplique au son produit par les, je crois, 58 espèces d'oiseaux chassés par les Natoufiens. Donc on s'est très vite aperçu que l'idée n'était pas d'imiter les poules d'eau dont les os avaient été utilisés pour faire la flûte. Et donc les seuls oiseaux où on avait une correspondance quasi exacte, c'était avec les faucons. Et donc là, on a compris que l'idée était sans doute de reproduire le chant des faucons. On a donc aussi cette portée symbolique qui existe dans cette petite flûte.
portée symbolique sans doute par le son et surtout par le lien avec les faucons qu'on observe par l'exploitation des faucons dans la culture natoufienne, où on voit que les serres des faucons sont utilisées dans la parure, les plumes aussi. Donc c'est une pièce du puzzle qui nous permet de relier la relation dans la sphère symbolique entre ces premiers villageois et les rapaces. En fait, ce qui est intéressant également, c'est que là, on a cette relation homme-oiseau qui émerge à ce moment-là et dont ces flûtes sont les témoins. Mais on a aussi cette période de l'humanité qui est très intéressante, celle des Natoufiens, justement. On peut aussi rappeler en quoi c'est un moment de bascule également pour Homo sapiens. Ouais, donc la culture natoufienne, commence à peu près il y a 15 000 ans et se termine il y a 11 650 ans, pour être précis. Et donc en fait, c'est les premiers moments où nous, Homo sapiens, qui existons depuis à peu près 300 000 ans, devenons sédentaires. Donc on passe d'un mode de vie mobile à sédentaire, et surtout on enclenche la transition néolithique, donc une relation complètement différente à l'environnement à la fois social et naturel. Donc le Natoufien est le petit moment de déclic qui va transformer les sociétés humaines au Proche-Orient et ensuite vers l'Europe, où à la suite du Natoufien, on va très vite domestiquer les plantes, les animaux, et le Natoufien en lui-même représente une espèce de ce que Jacques Covin a appelé une révolution symbolique, où on a une explosion en fait de la production de figurines, de parures. Là, on le voit aussi avec la production sonore. En fait, c'est une transformation du mode de vie préhistorique qui va amener à notre mode de vie moderne et à notre relation avec l'environnement moderne. Voilà, les précurseurs de notre vie moderne. Là, vous commencez également à travailler sur de potentielles rhombes qui ont été retrouvées dans la grotte de Kébara. C'est un autre site natoufien du nord de l'Israël avec des objets qui sont vieux de 15 000 ans. Alors peut-être qu'on n'est pas tous très familiers avec ce type d'objet. Qu'est-ce que cet instrument? Alors la rhombe, c'est le rhombe plutôt. Le rhombe, pardon. Ouais, c'est un instrument assez plat et lancé au lait, et donc il va produire un son de vrombissement. Donc il va être perforé à une extrémité, et donc on va le faire tourner plus ou moins vite, à plus ou moins grande distance aussi du corps, ce qui va influer grandement sur les sons qu'on va produire en fait. Alors ce type d'objet, pareil, quand on fait cette découverte, comment sait-on qu'il s'agit d'un instrument à vent et pas, je sais pas, d'une arme, je dis n'importe quoi, d'un nunchaku, enfin, comment est-ce qu'on a accès à sa sonorité? Alors là, justement, c'est tout le travail du développement de la tracéologie, ce qu'on appelle la tracéologie, et de l'expérimentation. Donc là, on va combiner ces deux champs de recherche. Donc expérimenter sur des rhombes, en fait, on va reproduire l'objet avec les mêmes techniques, les mêmes matières, et donc on va essayer de les utiliser sous la forme de rhombes. Et donc là, observer les traces que l'utilisation de rhombes va produire sur la perforation, notamment, et essayer de comprendre si ce qu'on a fait expérimentalement s'applique aussi sur le matériel archéologique. Autre matériel archéologique que vous étudiez, Laurent Davin, ce sont ces parures sonores. On a retrouvé donc des parures avec des perles en os qui auraient peut-être pu produire du son en s'entrechoquant entre elles au moment des danses. Ouais, alors, au Natoufien, ça serait plutôt des parures en coquillage. Donc là, on a un jeune adolescent qui est enterré avec à peu près un plastron de à peu près 350 perles en coquillage, qu'on appelle des dentales, des petits tubes en coquillage. Et un détail important aussi, il a un petit string en canine de renard, ce qui est assez sympathique. Et en fait, on observe sur les coquillages une usure assez particulière. Donc, il montre que l'individu a utilisé sa parure pour faire des mouvements très amples, et que la parure s'est entrechoquée. Et donc là, ce qu'on pense directement, c'est des pratiques qui s'assimilent à de la danse. Et c'est des choses qu'on connaît sur d'autres parures, là sur des canines d'élan, qui ont été utilisées là sur des périodes un peu plus récentes, au Mésolithique en Russie, où on a la même chose, un individu qui est enterré avec une grande parure en canine d'élan, et l'expérimentation a démontré que cette parure produisait un son. Alors là, je vois que vous avez apporté également, ça ressemble de loin à une sorte de collier de perles. Est-ce que c'est ce type d'objets qui sont étudiés sur ces parures musicales? Et là, justement, c'est un petit collier expérimental de dentale, donc exactement les mêmes coquillages que l'individu dont on parlait, et ça produit un son assez cliquetant. Voilà, donc là, il faut s'imaginer que le collier que j'utilise a à peine 20 perles, donc avec plusieurs centaines de perles, on peut avoir quelque chose de relativement intéressant. Et si on s'attaque à d'autres matériaux, où là, par exemple, c'est un collier de perles en argile qui vient d'Afrique de l'Ouest, et voilà, ça peut donner d'autres tonalités.
Donc ça, ce serait donc le témoignage d'une pratique de danse sans musique, mais avec du son. Mais c'est une hypothèse, mais pour le démontrer scientifiquement, c'est une autre histoire. Après, il y a énormément de sociétés actuelles et subcontemporaines où en fait il n'y a pas de différence dans le mot qu'on utilise entre la musique et la danse. Donc il faut voir que c'est sans doute que les pratiques les pratiques de musique, de production sonore et de danse rentrent dans le même ressort de pratiques. Et surtout que la gestuelle aussi est associée à la production sonore. Donc quand vous allez frapper sur des idiophones ou frapper sur votre corps, il y a aussi toute une gestuelle qui peut s'apparenter aussi à de la danse. On va continuer de danser, d'écouter de la musique. On fait un bond dans le temps et on tend l'oreille au patrimoine musical de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Restez avec nous. I never traveled too far. I never caught a shooting star. One day I almost saw the lights of Hong Kong, but that's not where I belong. Solemn between the cars, drinking from an empty jar. I try to use a different tone before I found where I belong. I just wanted to stay there, standing at the top of the stairs. I just wanted to stand there. Whistle de Tahiti 80 en direct sur France Culture, car nous parlons d'archéomusicologie. Quelles étaient les productions sonores des anciens? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour. Laurent Davin, préhistorien au laboratoire d'archéologie Temps, et Julien Cuvillier, archéologue, archéomusicologue, luthier musicien et directeur du prix AE dans le Finistère. Les plus vieux instruments à vent connus sont des flûtes fabriquées dans des os de vautour datés de 35 000 à 40 000 ans. On a aussi vu que les premiers sédentaires de l'histoire de l'humanité, les Natoufiens, et leurs flûtes qui imitent le son des rapaces. À présent, Julien Cuvillier, quels sont les principaux instruments de musique qu'il est possible d'étudier concernant l'Antiquité et le Moyen-Âge? Nom de Zeus. Vaste question. Il faut encore s'entendre sur quel territoire, parce que il faut s'entendre sur la temporalité et sur le territoire. Si on parle de l'Antiquité, on va dire sur le territoire européen, et on va dire nord-africain, on a effectivement plusieurs grands peuples qui vont justement s'illustrer par leur musique. En premier lieu, les Mésopotamiens, bien sûr, avec une sépulture, enfin une ziggourate légendaire, hein, découverte par un archéologue non moins légendaire, c'est Léonard Woolley, qui découvre en 1939, à l'heure où on découvre le site de Toutankhamon, et qui va d'ailleurs complètement éclipser son travail. Il découvre une ziggourate, le temple de Our en Mésopotamie, où on va retrouver le plus ancien objet, la plus ancienne lyre, à côté de la plus ancienne harpe. Donc dans une sépulture de prêtresse, et avec quelques clichés remarquables prises par une certaine Agatha Christie, que l'on peut trouver assez facilement en cherchant un petit peu. Donc c'est voilà, donc pour la partie mésopotamienne, et avec pour ceux qui se trouvent à Paris, la possibilité de découvrir la stèle de Télos, qui se trouve au Louvre, où on peut voir l'édification du temple de Our au son des lyres. Donc on voit plusieurs dizaines de lyres alignées avec des chantres qui rythment la marche des travailleurs ou des esclaves, on ne sait pas trop, qui vont donc du coup fabriquer le temple du prince Gudea. Enfin, c'est complètement épique, hein. On pourrait parler des instruments également égyptiens, bien sûr, hein, avec l'une des grandes rockstars de l'Égypte, c'est le tombeau de Djesser Karaseneb. Donc là, on est vers moins 2400, si je dis pas de bêtises. Non, moins 1400, si je dis pas de bêtises. Et
avec donc du coup un tombeau où on peut voir donc 4 femmes qui donc du coup pratiquent différents instruments, notamment la lyre, le sistre et des percussions, également la danse, dans une scène qui figure justement une ode à tous les sens, où ces femmes donc vêtues d'un linge blanc portent une mode de suif sur la tête et au gré de la cérémonie font et laissent apparaître leur forme pour honorer le sens de la vue. Enfin, c'est absolument magnifique, hein, à voir et à découvrir, hein, sans modération. On pourrait parler bien sûr des Celtes, hein, dont on parle si peu et dont je parlerai symboliquement avant les Romains, nom de nom, et avec donc du coup bien sûr une musique extrêmement présente que l'on connaît mieux dans le monde insulaire, le monde irlandais, le monde gallois, un petit peu moins bien, même si on y travaille sur le continent, et avec ces fameux bardes qui bien sûr ne se faisaient pas attacher aux arbres, hein, et que l'on craignait comme la peste, hein, puisque ce sont, je dirais, la rencontre improbable de Rambo, de Bob Dylan et de Raël, hein. Ce sont des grands mystiques, de grands guerriers et de grands orateurs, hein, bien sûr, que l'on se gardait bien d'attacher aux arbres. Ce sont des aristocrates, et donc du coup, en l'occurrence, des sorciers, comme nous le décrivent d'ailleurs le tout début du Moyen-Âge, des incantateurs. Donc voilà pour les Celtes, bien sûr les Romains, les Grecs qui nous ont laissé une marque également indélébile dans l'histoire de la musique. Ces fameux bardes, ils nous accompagnent un peu pendant cette émission parce que vous nous avez apporté, vous nous avez porté une lyre gauloise, une reconstitution de lyre gauloise. On va évidemment prêter l'oreille à cet instrument, mais d'abord peut-être rappeler quelle est l'importance de cet instrument à cette époque. À quelle époque? Donc on parle de Pour les Gaules, pour Eh les bien, Gaulois, pardon, eh pour la bien, Gaule, pour la j'ai Gaule antique. j'ai même envie de vous proposer de prendre un peu de hauteur, en fait, et de regarder un petit peu plus l'usage et l'apparition d'une façon générale de la lyre qui va apparaître de façon spontanée, endémique à différents endroits du monde, sans contact. Je vous parlais tout à l'heure d'une vision 19e qui va chercher une origine aux choses, et en vous expliquant qu'il fallait déconstruire cette idée parce qu'elle va pas dans le bon sens. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit très rapidement que la musique, lorsqu'on s'intéresse en l'occurrence au quoi, quand, où, mais également au pourquoi, comment, on s'aperçoit qu'elle n'a pas forcément une origine et elle peut apparaître de façon spontanée et qu'il ne faut pas forcément chercher qui de l'œuf ou de la poule, en l'occurrence. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que cette forme de musique, elle va vraisemblablement être intimement liée à la langue, qui est une forme de musique encore plus ancienne, en fait, au parler. Et on ne peut pas correctement comprendre la musique d'un peuple si on méconnaît son langage. Donc c'est vraiment important de bien appréhender ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un point commun entre le griot et la griotte d'Afrique. Il y a un point commun avec le barde d'Armorique, avec le scalde du Nord et la Haide de grec. C'est que tous ces personnages, en fait, ont un enjeu principal, c'est conserver la mémoire d'un peuple par le biais de l'oralité, principalement, la versification, le registre mémotechnique qu'est la musique. Et sans surprise, étonnamment, pour une raison toute simple qui va peut-être vous faire rire, ils en viennent très souvent à des chordophones. Essayez de raconter une histoire en jouant de la flûte, vous allez voir que c'est compliqué. Vous avez une mythologie magnifique avec le Marsyas, qui en a fait les frais, hélas. Mais pour donc, les enfants qui nous écoutent pourront chercher avec leurs parents, c'est une histoire assez intéressante. Et donc, en l'occurrence, donc, très rapidement, le cordophone arrive. Et avec la kora, la nguni, la kitara, la lyre, l'iren, la rota, la crous, et tout ça va évoluer avec le Moyen-Âge, bien entendu. Je disais Donc, que la lyre pouvait remonter à l'âge de bronze à peu près. et peut-être même avant, pour les raisons qu'expliquait du coup mon confrère, c'est qu'effectivement, ces instruments sont dans des matériaux organiques, donc on ne les retrouve pas. Moins 2500, hein, donc pour le temple de Our, donc c'est très 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 ancien, et peut-être plus encore. Donc en tout cas, pour la lyre que je vous ai apportée là, donc qui appartient donc à la sphère celtique, on a des représentations très anciennes qui datent d'Allstatt, qui ont été découvertes du coup sur des représentations sur des vases, et les vases de Sopron très exactement, où on voit clairement des personnages en train de jouer de la lyre. Après, dans les représentations, d'une façon générale, il faut même comprendre qu'on a 3 grands corpus que l'on utilise pour appréhender notre problématique. On va avoir le matériel archéologique, c'est-à-dire les objets en eux-mêmes, mais c'est très très rare, parce que plus on remonte le temps, plus les instruments en matériaux organiques disparaissent, donc c'est très complexe. Ensuite, on va avoir le matériel iconographique, qui nous donne la forme, le contexte, et tout un tas d'informations très complémentaires et intéressantes. Et enfin, le matériel scriptuaire, c'est-à-dire Les textes. les textes, sous toute forme possible, imaginable. Et c'est le regard croisé de ces 3 axes-là qui nous permettent de pouvoir avoir une proposition pertinente quant à un objet, sa pratique et sa remise en contexte. Donc c'est un petit peu ce travail-là que l'on fait. En termes de sources iconographiques, vous êtes notamment appuyé pour cette reconstitution qui nous accompagne dans ce studio, encore de façon silencieuse. Vous êtes justement appuyé sur des sources iconographiques, sur des monnaies qui parfois font apparaître des lyres. Ça dit Oui. aussi l'importance Ah oui. de l'instrument. Et surtout sur le modèle, le buste du barde à la lyre du 1er
siècle avant notre ère, qui a été découvert en 1988 et qui vous a permis d'aboutir à cet instrument qui est là en chair et en os, si on peut dire. Complètement, par Claude Le Potier et Yves Ménez, qui ont découvert ça en 88, effectivement, sur le site aristocratique de Paul, dans les Côtes d'Armor. Alors, oui, effectivement, alors, c'est le point de départ, mais ce n'est pas le seul enjeu. Nous avons mené une étude comparative sur d'innombrables représentations, que ce soit sur des monnaies ou que ce soit sur justement de différents supports. Et l'idée, c'était justement de dresser le portrait robot, puisqu'une fois encore, on est sur des objets qui sont uniques pour des personnes uniques. On n'est pas dans un temps commercial ou académique où on va tendre sur des objets qui préexistent et où dont le musicien devra se plier à la technique. Ce sont des objets qui sont fabriqués pour le musicien, parfois même par le musicien, et qui n'ont pas comme enjeu d'être référentiels. Donc en trouver un, ce serait déjà inespéré, mais ça ne nous indiquerait pas qu'il en existait d'autres. Donc c'est nécessaire pour pouvoir être le plus précis possible, d'être le plus exhaustif possible dans nos recherches pour essayer d'avoir quelque chose qui est au plus proche de cette réalité-là. Donc là, en l'occurrence, on s'est basé sur d'innombrables iconographies, notamment les monnaies, qui, comme vous l'avez très justement précisé, témoignent de toute l'importance de cet instrument, puisque concrètement, on fait figurer depuis l'aube des âges sur les monnaies des symboles qui sont, je dirais, représentatifs de nos nations, pour faire en sorte que partout où la monnaie voyagera, on puisse montrer et témoigner qu'on est dans une nation forte qui frappe monnaie d'or, et donc on met des enjeux qui représentent notre nation. Et là, en l'occurrence, le cheval et la lyre, pour l'armorique et une bonne partie du peuple celte, se retrouvent très régulièrement. Donc c'est quelque chose de très important pour eux, et cet instrument est très très important, très central. Donc à partir de toute cette étude comparative, on a pu dresser un portrait robot, mais on avait encore la question de l'objet, puisqu'on n'en a pas retrouvé. Donc là, en l'occurrence, il a fallu déjà faire différentes hypothèses quant aux matériaux qui étaient utilisés, grâce à des prélèvements palynologiques. Donc pour les enfants qui nous écoutent, ça consiste à faire des carottages dans le sol et par la présence des pollens, identifier la répartition des essences, donc des espèces d'arbres sur le territoire qui nous intéresse. Et à partir de là, on savait donc potentiellement dans quels arbres étaient fabriqués ces instruments. Et après quoi, on a pu reconstituer les outils de l'époque pour se mettre dans ce que l'on appelle un protocole d'archéologie expérimentale qui, par-delà le résultat, s'intéresse à la chaîne opératoire. Parce qu'on peut le faire aussi avec des commandes numériques et des usines aujourd'hui. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le résultat fait le plus possible comme à l'époque, suivant ce qu'on appelle la vraisemblance, c'est-à-dire ce qui nous semble vrai aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on a pu rassembler. Donc voilà l'enjeu. Et alors aujourd'hui, cette reconstitution, comment sonne-t-elle? Je vous invite à vous saisir de cet instrument. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est du frêne, c'est ça? Alors tout à fait, du frêne et de l'érable. À savoir que différentes essences qui sont présentes aujourd'hui n'étaient pas présentes sur notre territoire, en tout cas en armorique, comme par exemple le noyer. Pas de noyer, c'est les Romains qui l'ont amené. Pas de buis non plus, c'est le Romain qui va l'amener par la suite. Bien, merci pour ce live. Merci. Alors, donc, il est vraisemblable que les Gaulois aient pu entendre ce type justement de mélodie. C'est pas impossible. Par contre, on n'aura jamais accès au répertoire? Si, lorsqu'on trouvera un vinyle de moins 75 avant Jésus-Christ. On peut parler également, pour bien comprendre justement votre méthodologie, les méthodes qui sont utilisées pour l'archéomusicologique, l'archéomusical, pardon. On peut parler de ce que vous avez fait pour le chevalet de lyre de Concevreux en bronze, retrouvé dans une sépulture mérovingienne du 7e siècle. Grâce à vos travaux, on peut écouter un son des temps mérovingiens. Et ça, on a plusieurs étapes. La première, c'est d'abord une numérisation. D'abord la volumétrie. Tout à fait. Alors, pour expliquer en transversal, déjà, on a un objet qui est conservé dans les réserves du musée, incroyablement perdu. Concrètement, découvert dans les années 1870 en France, à Concevreux, dans les Hauts-de-France. L'archéologue ne reconnaît pas ce que c'est, ce qui est très dommage, parce qu'avec ce chevalet de bronze, restaient certainement des fragments d'instruments. Et il va le décrire comme un instrument curieux et prismatique. Et l'instrument, après, va disparaître dans des collections privées. Ça se faisait pas mal au 19e. On donnait ça à la famille, aux petits cousins. Et l'instrument va réapparaître
juste après la Seconde Guerre mondiale, va être acheté dans des collections privées par le Musée national de Cologne, patrimoine de France, nouvellement propriété allemande dans un contexte d'après-guerre. On met tout ça au grenier et on laisse macérer. Et du coup, nous, on en entend parler donc quelques années plus tard. Et en l'occurrence, on va s'y intéresser. Ça sera en 2018-2019. Et on va réunir donc toute une équipe. Il y a 40 acteurs de projet qui vont travailler là-dessus pendant 4 ans, entre la France, la Belgique, l'Allemagne et puis et l'Écosse, pour justement étudier, reconstituer donc cet objet-là. Donc cet objet est en bronze, c'est un chevalet, donc c'est le petit objet en fait qui va permettre aux cordes d'entrer en contact avec la table d'harmonie, donc qui contribue au phénomène vibratoire de l'instrument. Il est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et d'ordinaire, il est en bois, il est en bronze, il est en os, mais ici il est en bronze, donc c'est très très rare. On en a retrouvé peut-être 3 ou 4. Donc ça nous a pas mal étonné. Et l'idée c'était de le soumettre à différentes expériences pour vérifier si effectivement c'était un objet destiné à produire du son ou peut-être une distinction, quelque chose de symbolique, que sais-je. Donc, dans l'idéal absolu, on prenait l'objet puis on l'essayait, mais évidemment, rien n'est simple, et l'enjeu sera donc de le reconstituer au plus proche dans un procédé qui est non destructif, non invasif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prélèvement. On ne doit pas le manipuler. Si possible, non, parce que c'est un peu le grand dilemme de l'archéologie. Pour pouvoir comprendre un objet, on est parfois obligé de faire des prélèvements, de le dégrader, voire parfois même de le détruire, et pour enfin le comprendre et le respecter. Donc c'est un petit peu complexe. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de pouvoir faire avancer ces méthodos et d'arriver justement à des résultats qui nous dispensent de ce genre d'écueil. Et là, en l'occurrence... Vous détournez des technologies existantes, des technologies de pointe, de la radiographie, de la tomodensitométrie, de la vibrométrie laser, tout ça, vous voulez réapproprier pour justement mieux analyser ces objets. C'est normalement des technologies utilisées dans le secteur de l'automobile, et chaque année, en fait, on se forme, ou on est attentif justement à l'évolution de ce genre de technologies pour pouvoir les mettre à l'usage de notre secteur. Et là, en l'occurrence, l'idée était justement de remonter aux propriétés du matériau. Donc en gros, il est en bronze. Le bronze, c'est un alliage. En l'occurrence, ici, un mariage de l'Antiquité entre le cuivre et l'étain, c'est-à-dire la dimension masculine, incarnée par Mars, et la dimension féminine par Vénus. Et l'idée de savoir dans quelle proportion. Et pour le faire sans prélèvement, faut s'accrocher 2 minutes. Donc là, en l'occurrence, on a fait un regard croisé entre la vibrométrie laser, très rapidement en quoi ça consiste. On pointe un laser sur l'objet qui nous intéresse et on va le faire entrer en vibration en l'exposant à différentes fréquences sonores. Et exactement comme pour un spectromètre de masse avec la couleur, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir connaître la composition d'une étoile ou d'un microbe, et bien ici, grâce au son, on peut remonter aux propriétés du matériau, car figurez-vous que chaque matière a sa propre façon de vibrer, et en considération de sa façon de vibrer, on peut remonter aux propriétés du matériau. Donc grâce à l'ITEM, donc l'Institut technologique européen des métiers de la musique, avec qui on a collaboré sur ce projet, on a pu du coup remonter aux propriétés du matériau, faire une reconstitution qui a été soumise au même test et validée, puisque 5% de marge d'erreur les séparait, ce qui nous a permis de faire toute la suite du projet. On continue de vibrer avec les Mayas, leur instrument, puisqu'il continue encore aujourd'hui de fonctionner. Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Une parure sonore en dents d'élan, en direct sur France Culture. Nous parlons, ça n'a pas échappé à notre invité Laurent Davin qui l'a reconnu. On parle des instruments de musique des temps reculés avec Laurent Davin, Julien Cuvillier. On vient d'évoquer les vestiges d'instruments musicaux exhumés au Moyen-Orient, en Europe, qui témoignent des pratiques culturelles des civilisations passées. De tels artefacts très anciens, on en trouve bien évidemment sur d'autres continents. Pour le reportage du jour, nous sommes allés écouter les mélodies d'instruments retrouvés dans des sites archéologiques au Pérou. C'est avec vous, Céline Lausanne. Bonjour. Oui, bonjour Natacha. Au musée du Quai Branly, des milliers d'instruments de musique archéologiques sont conservés, répartis sur différents secteurs continentaux. Steve Bourget, archéologue et responsable des collections Amérique, nous amène dans la chambre à musique où sont exposés une trentaine d'instruments variés, ocarina, flûte de pan, percussions, des idiophones ou aérophones, notamment originaires de la côte nord du Pérou, et qui, pour certains, imitent des chants d'oiseaux, l'oiseau étant symbole de divinité. Ces mélodies qui baignent l'espace sont reproduites par l'expertise de l'archéologie expérimentale pour éclairer la compréhension des pratiques culturelles et savoir-faire ancestraux. Ici, nous avons créé, en fait, on appelle ça un petit peu la chambre de musique, un endroit où on a réuni un ensemble d'une quarantaine d'objets environ, qui sont des instruments musicaux, ou du moins des instruments qui peuvent produire des sons musicaux. C'est-à-dire, quand on parle d'instruments musicaux, ce sont des flûtes de pan, des ocarinas,
tambours, trompettes, mais aussi des instruments qui sont des vases en céramique, mais dans lesquels les potiers du Pérou ancien ont mis un mécanisme de sifflet. Alors, quand on souffle dans la bouteille, elle émet un sifflement. Donc on trouve à la fois des idiophones, des aérophones, donc des instruments de type vent, percussion. Oui, tout à fait. Disons que la plupart des instruments du Pérou se retrouvent sous ces deux types d'objets, je dirais, largement. Donc, si on examine de plus près les vases funéraires, en fait, les vases qui sont de la côte nord du Pérou, ceux qui ont un sifflet à l'intérieur un mécanisme de sifflement à l'intérieur de la poterie, ces objets se retrouvent presque essentiellement dans un contexte funéraire. Ils étaient dédiés à être ensevelis avec les morts. Ils faisaient peut-être partie aussi du rituel funéraire, puisque nous avons des représentations sur céramique qui montrent des gens qui transportent et qui semblent utiliser ces objets lors de processions funéraires. On retrouve des céramiques aussi, mais on retrouve surtout des objets musicaux tels que des flûtes de pan en céramique ou en roseau, et aussi des tambours, et ceux-ci semblent être utilisés beaucoup plus dans des contextes, je dirais, peut-être de rituels associés à l'agriculture, des choses comme cela. Donc, on les retrouve quelquefois brisés sur des sentiers rituels, notamment les fameuses lignes de Nazca. Alors, on a retrouvé des instruments musicaux sur ces lignes, qui sont en fait, les grandes lignes de Nazca sont en fait des grands sentiers. Ça prend des formes de toutes sortes, des singes ou des fleurs, etc. Mais ce sont aussi des parcours rituels sur lesquels les Nazca ont dansé, fait des rituels et aussi, à certains moments, détruit, probablement intentionnellement, des instruments de musique notamment. Ce qu'on entend là, par exemple, ce sont des flûtes de pan, ce sont des petits ossements perforés ou d'autres artefacts? Oui, ce qu'on entend en ce moment, c'est une recréation, c'est un peu je dirais, bon, on entend peut-être un peu de musique, mais c'est surtout de l'archéologie expérimentale. Alors, nous avons des collègues qui sont des ethnomusicologues qui ont recréé des objets à l'identique. Donc, on n'utilise pas les poteries anciennes ou les instruments anciens, mais on utilise des facsimilés afin de produire des sons et d'étudier un peu le genre de son que ces instruments faisaient. Ici, donc, si on regarde les céramiques à vocation funéraire, alors on retrouve plusieurs types ici qui sont représentés. On a, attendez, je regarde rapidement, on a une quinzaine d'objets ici qui sont 13 ou 14 objets qui sont dans la vitrine. Alors, ils viennent de 5 ou 6 cultures différentes. Donc, ces céramiques s'échelonnent sur une période de 600 ans, 700 ans. Donc, on voit vraiment que c'est une tradition de longue durée et qui représente soit, par exemple, des singes, des oiseaux, des mammifères terrestres, des soldats et même, je crois, Ici, aussi ouais, on dirait vraiment un perroquet. un perroquet ouais, qui Oui, sont au c'est bec, tout à cette tête ronde. Mais ce qu'on peut dire d'emblée sur cette dizaine de modèles, c'est qu'ils ont un peu tous la même configuration en double composante. Oui, et très souvent, ils ont un double corps. La céramique est faite en deux parties. Mais quand on voit les sujets qui sont représentés sur les céramiques, en fait, ce sont les mêmes qu'on retrouve aussi dans les rituels et dans d'autres types de céramiques. C'est-à-dire, le singe est lié au rituel funéraire, les oiseaux aussi. Donc, il y a toujours un peu un rapport entre les deux, je dirais. Une continuité symbolique. Celui-ci, on dirait presque un donut. Ouais, celui-là est un peu curieux. Oui, je ne sais pas exactement quel est Oui, l'animal qui est hein. représenté. Ça semble presque un corps un peu de serpent, je dirais. Mais On en même soufflerait temps, dans une extrémité et oui, le son sortirait oui, par l'autre. tout à fait. Le son est presque toujours logé dans la tête, soit de l'animal ou dans le corps du personnage. Donc, oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les expressions des animaux aussi. Oui, ben, je ne dirais pas qu'il y a de l'humour, mais il y a certainement une certaine esthétique, je dirais, des fois un peu curieuse. Peut-être qu'il y avait une certaine pointe d'humour quelquefois, surtout quand les têtes sont un peu burlesques, je dirais. Ce qui arrive dans la culture Neveria, notamment, on retrouve des formes un peu curieuses. Voilà. Il y a un autre aspect, en fait, au son, c'est-à-dire que
le sifflement peut être vu comme une façon de communiquer avec les ancêtres, avec le monde des morts. C'est-à-dire, les voix humaines sont différentes du sifflement. En fait, le sifflement qu'on entend avec ces céramiques est probablement associé à des rituels funéraires et d'une certaine façon, d'interpeller les ancêtres, les gens de l'autre monde. Et ça, on retrouve ça dans plusieurs cultures, c'est-à-dire on va utiliser lors des rituels funéraires des instruments qui ne sont pas utilisés autrement. Ça peut être des tambours, ça peut être des flûtes, mais aussi ça peut être aussi une façon de parler, un code qui n'est pas utilisé autrement. Donc c'est vraiment comme si on voulait peut-être signifier l'arrivée du mort ou de l'âme du mort dans l'autre monde. Dans les processions funéraires, on voit quelquefois des instruments musicaux à l'avant de la procession. Alors c'est vraiment, à mon avis, une façon d'interpeller, de préparer le terrain, je dirais, pour celui qui s'en vient. Merci Céline Lausanne pour votre reportage. Vous pouvez retrouver tous nos reportages en podcast. Rendez-vous sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à vous abonner à la collection La Science au Labo. Julien Cuvillier, vous travaillez également sur la période préhispanique en Amérique. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, vous étiez au Musée national d'anthropologie de Mexico. Vous êtes partie numériser des instruments mayas qui datent donc de la période préclassique, c'est-à-dire entre le 7e et le 9e siècle. Pardon, merci. Mais surtout, vous nous avez rapporté de là, c'est une odyssée, un trésor national. On a en quelque sorte un autre invité avec nous. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une flûte droite du Campeche, qui est une reconstitution d'une flûte en fait qui fait partie du trésor national mexicain et qu'on a eu l'occasion d'essayer de faire jouer l'original en fait au musée pour effectuer donc tous nos relevés et reconstituer de ce fait cet instrument au plus proche de ce qu'il était. Et ce sont des instruments, c'est ça qui est assez dingue, c'est que d'ordinaire les instruments que l'on manipule et que l'on étudie sur le territoire européen sont très fragmentaires, ce sont en aucun cas jouables, ça c'est évident. Et là, il y a toute une collection d'instruments qui sont absolument jouables en l'état. Dans un état de conservation exceptionnel et pour les besoins de la mission et non sans plaisir, pour choisir les instruments les plus utiles et les plus intéressants, il a fallu jouer de tous les instruments de la collection du département Maya et c'est qu'est-ce que c'est parce que c'est pas donné à tout le monde bah, de je pouvoir vivre une expérience comme ça. C'est le saint graal pour un musicien ou pour un musicologue de pouvoir faire quelque chose comme ça. Et il y a un avant et un après, parce que ces instruments-là, il faut bien se rappeler que la précédente personne qui en a joué, c'était il y a 1600 ans, et c'était un chaman ou une chamane. Donc ce sont des instruments, comme on le disait tout à l'heure, qui sont rattachés à ce qu'on qualifie aujourd'hui du monde sacré, même si à cette époque-là, le sacré, et la musique est par définition sacrée. Mais ce sont des êtres mystiques, et qui ont été inhumés avec leur instrument. Donc ma première impression, c'est que certains instruments étaient particulièrement lumineux, et d'autres particulièrement sombres, mais vraiment. Et c'est une expérience très, 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 très particulière. Je vous propose d'offrir le mot de la fin à cette flûte et à cette reconstitution avec justement quelques notes. Merci Julien Cuvillier, merci Laurent Davant de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure en compagnie de beaux objets, de tous ces instruments. J'annonce qu'on peut vous retrouver au colloque de Saint-Guilhem le 31 mai. On vient de vous poster les informations sur notre fil Blue Sky. Merci encore. Maintenant, on change de sujet. On vous parle d'épigénétique. Les traumatismes liés à la violence sont-elles héréditaires? C'est la chronique avec science d'Alexandre Morales.